D'abord, je voudrais dire que le film Annie Colère, on a envie d'en parler, pas pour faire, on n'est pas critique de film, hein, mais parce que ça parle d'un événement que peu de gens connaissent en réalité, surtout dans la jeune génération. Et personnellement, Chantal et moi, on l'a trouvé très bien. Et il raconte très très bien ce qu'a fait le MLAC en 1972-73. Et donc on a eu envie de faire un petit débat autour de ça. Alors, quand je venais, là, il y a un camarade qui me dit « Tiens, je viens d'entendre un truc sur le trotskisme à la télé, sur Public Sénat, je crois. Et la seule chose qu'ils savent dire de lutte ouvrière, qui est une des trois composantes, on peut dire, du mouvement trotskiste en France, c'est que c'était uniquement des ouvriéristes. Et que sorti de ça, ils s'intéressaient à rien. Donc j'ai eu envie un peu de rétablir une vérité. Il y a 50 ans, Lutte ouvrière a participé à la création du mouvement pour la liberté de la contraception et de l'avortement. Bien sûr que nous ne l'avons pas fait tout seul, nous, Lutte ouvrière. Nous l'avons fait avec d'autres organisations. Bien sûr, il y avait, je ne vais pas dire de bêtises, Huguette Bouchardot qui représentait le PSU, Jeannette Lahotte qui représentait la CFDT, il y avait Irène Borten-Krivine qui représentait la LCR. Il y avait moi pour Lutte ouvrière, il y avait Simone If du planning familial, enfin tout un tas d'organisations. Mais la cheville ouvrière du MLAC, à Paris en tout cas, parce que peut-être, j'avais demandé peut-être que des camarades de Grenoble soient présents, je ne sais pas s'il y en a, enfin s'ils peuvent venir, parce qu'à Grenoble aussi le MLAC a eu un certain développement. Mais à Paris, le MLAC, au départ, c'est un groupe qu'on appelait GIS, Groupement Information Santé. Et je ne sais plus si c'est dit dans le film. Moi, le film, j'ai vu dès qu'il est sorti, je ne me rappelle pas très bien si on en parle. Mais le GIS, donc, était créé en fait par d'ex-maoïstes ou d'anciens d'extrême gauche qui avaient vécu mai 68. Était un groupe qui a commencé à s'intéresser à l'avortement selon la méthode Karman. Alors, dans le film, on en parle. La méthode Karman, donc, c'était une méthode qui venait de Chine, d'ailleurs, qui avait été utilisée par des médecins au Bangladesh et que des médecins européens ou américains avaient découvert dans ces pays-là. Et donc, pour eux, c'était une méthode très simple, non traumatisante pour les femmes, puisqu'il s'agissait simplement d'absorber le fœtus et sans douleur pour la femme. Et elle repartait avec juste une adresse de médecin si jamais il y avait eu un petit pépin dans la nuit. À ma connaissance, il n'y a jamais eu de pépin, sauf peut-être sur des femmes qui étaient tellement malheureuses de ne pas savoir comment s'en sortir, qui mentaient sur la date de leur dernière règle et qui du coup pouvaient se retrouver dans des situations difficiles et où les médecins du MLAC des fois étaient obligés d'envoyer cette femme à l'hôpital. Mais c'est arrivé très peu de fois en réalité, parce qu'en discutant bien avec les femmes avant, et c'était d'ailleurs un des travaux des participants au MLAC, on arrivait à savoir exactement où elles en étaient. Alors, cette méthode qui était assez simple, bon, qui était sans doute pas une méthode meilleure qu'une méthode faite par des médecins dans un hôpital, ce qui donne en principe la règle aujourd'hui. On parlera peut-être des autres méthodes après, mais enfin là, on n'est pas là dans les années 72. On est dans une situation à l'époque où il y a en gros 800 000 femmes par an qui avortent clandestinement. Une partie, celles qui ont de l'argent, vont
en Angleterre ou en Hollande, là où la législation n'a rien à voir avec la législation française. La législation française, elle repose sur la loi réactionnaire de 1920 et elle condamne à des amendes, de la prison, les femmes qui se font avorter ou ceux qui leur permettent d'avorter. Donc c'est cette loi de 1920 que tout le monde veut abolir dans le pays. Et du coup, les médecins du MLAC se disent, ben voilà, on va faire nous-mêmes les avortements, on va pas présenter ça du tout pour dire, on va, comment dire, régler le problème de toutes les femmes, mais on va faire pression sur le gouvernement de cette façon-là. Non seulement en les faisant, mais en les rendant publics. Et au début, il y avait 300 médecins qui ont signé pour le MLAC. Et dès que la première conférence de presse du MLAC, on s'est retrouvé avec 1000 médecins qui ont dit « nous ferons des avortements ». Et le gouvernement, il était quand même sacrément embêté par cette histoire, ce qui fait que je crois, à part à Grenoble, où 2 médecins ont été arrêtés pendant 2 jours, puis relâchés devant des manifestations monstres dans la ville, je crois qu'il n'y a eu aucun médecin, en tout cas à ma connaissance, parisien, qui a été du tout embêté par le pouvoir, par la police. Ça s'est, de ce point de vue-là, très bien passé. Alors on est dans une époque, il faut se rappeler quand même, où mai 68, c'est 5 ans avant. Donc il y a toute une partie de la jeunesse de 68, des femmes, mais pas seulement des femmes et des hommes, pour qui ce problème de l'avortement est un problème à régler. On ne veut plus voir les femmes mourir d'avortement clandestin, dans des souffrances horribles. Le film le montre bien, hein, avec cette jeune femme qui n'ose pas en parler, qui va mourir donc d'être avortée avec les moyens du bord, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire des méthodes qu'on peut voir, par exemple ceux qui ont vu le film L'événement tiré d'un roman, hein, où c'était assez horrible, quoi. Voilà, donc le MLAC est un mouvement féministe mixte. Il y a des médecins femmes, des médecins hommes. Il y a dans le bureau national, je crois que le seul homme, c'est le trésorier, donc c'est quand même une majorité de femmes. Mais il ne faut pas oublier le courage de ces médecins qui vont braver la loi pendant, ça va durer 2 ans à peu près, on peut dire de 73 à 75 février, après le vote de la loi, quoi. Voilà, donc là je cite tout ça, et nous les luttes ouvrières, outre qu'on était politiquement, on soutenait le MLAC et que j'appartenais au bureau national, on a décidé d'essayer de faire des comités MLAC partout où on pouvait. On avait des militants, en particulier dans les entreprises, et également dans des quartiers ou dans des villes où on avait des militants qui ont commencé à placer des cartes du MLAC, à faire adhérer au MLAC. Le MLAC, pour faire des avortements, exigeait quand même que les gens prennent la carte du MLAC. Ça me paraît assez correct et évident. Bon, voilà comment ça se passait. Donc, nous-mêmes, d'autres militants, hein, ont créé des comités dans les entreprises. J'ai lu là un texte de, comment elle s'appelle, Zancarini sur Internet, une historienne, qui dit les comités étaient surtout dans les hôpitaux, dans les banques, dans les compagnies d'assurance, n'est-ce pas Chantal, etc. Mais il y en avait chez Renault, il y en avait dans un certain nombre d'entreprises où les militants en discutaient. Alors nous, on n'a jamais considéré que l'avortement c'était quelque chose de révolutionnaire et que parce qu'on faisait des avortements c'était formidable, on était révolutionnaire. On n'a jamais pensé ça. On a toujours pensé que pour n'importe quelle femme c'était toujours un choix difficile et que c'était pas quelque chose de simple, hein. Mais
nous, on était pour le droit des femmes à disposer de leur corps. Et donc, on a effectivement participé à cette aventure du MLAC. 50 ans après, non seulement on ne le regrette pas, mais on était très touchés qu'une cinéaste ait essayé de refaire un film là-dessus. Parce que je parle même pas des moins de 20 ans, mais enfin des moins de 50 ans ou de moins de 40 ans, ils ne connaissaient pas cette histoire tout simplement. Bon, vous savez qu'il n'y avait pas que le MLAC qui se battait, bien sûr. Il y avait Choisir, la cause des femmes de Gisèle Halimi, qui ne voulait pas faire des avortements en tant qu'organisation. Donc il y avait quand même individuellement dans d'autres organisations des gens qui le faisaient. Pour les comités, on faisait des réunions, on informait aussi sur la contraception, parce que s'il y avait aussi autant d'avortements, c'est que la contraception, elle était à peine connue. Il y avait, comme on dirait aujourd'hui, des complotistes qui expliquaient que c'était horrible, on allait abîmer le corps des femmes avec la contraception, etc. Donc il fallait aussi se bagarrer là-dessus. Je ne dis pas que les moyens de contraception étaient forcément formidables. Hein. Il y avait des femmes qui ne supportaient pas la pilule, il y avait des femmes qui ne supportaient pas le... Je ne sais pas s'il y avait déjà le stérilet, si, ça commençait. Voilà, c'était pas simple. Hein. Et puis, il y avait des couples où les hommes ne se conduisaient pas toujours comme il fallait vis-à-vis des femmes. Hein. Il y avait des couples où mettre un préservatif, franchement, ça se faisait pas. C'était pas normal. Donc, on était dans cette situation, quoi. Et, bon, je pourrais en parler longtemps, alors comme je voudrais laisser la place à Chantal et un peu au débat, je ne vais peut-être pas... Et puis, vous me poserez des questions si vous avez des interrogations sur ce que je vous raconte. J'ai envie de saluer, mais je ne l'ai pas revu depuis très longtemps, le médecin, son prénom m'échappe, Joannet, qui était Pierre Joannet, qui était un peu la cheville ouvrière du MLAC, et sa femme Irène Joannet, qui était la grande organisatrice en réalité de tous les problèmes administratifs. Une dernière chose, peut-être, le MLAC organisait bien sûr des voyages en Angleterre et en Hollande, mais Choisir le faisait aussi, le MLF le faisait aussi, le planning familial le faisait aussi. Donc quand on avait un peu de pognon, c'était pas trop un problème d'aller avorter à l'étranger. Et la situation était très différente pour les femmes de la classe ouvrière, évidemment. Vous voyez, on voit très bien dans le film, là, Annie Colère, où finalement, elle aurait peut-être envie d'avoir un troisième enfant, mais elle est débordée, elle n'en peut plus, c'est dur. Vous savez, on dit ça aujourd'hui, comme on appelle ça, la charge mentale des femmes. Hein. Le terme est à la mode aujourd'hui, mais à l'époque, nous on parlait de la triple journée de la femme, de la double journée de la femme. Hein, qui devait s'occuper des mômes, travailler, faire que le mari soit content d'avoir ses chemises repassées, etc. On était dans cette situation. Alors bon, j'espère qu'aujourd'hui, les jeunes couples, ça ne se passe pas comme ça, enfin, c'est à souhaiter en tout cas, mais peut-être justement, en voyant un film comme ça, ils peuvent se rendre compte que ça peut être la tragédie d'une femme qui ne veut pas avoir un troisième enfant. Pour les jeunes, effectivement, c'est quelque chose de peut-être de nouveau, cette histoire du MLAC. Il reste que, vous savez, entre-temps, il y avait eu le procès du viol à Bobigny, qui avait aussi beaucoup de soulevé d'émotions, puisqu'une jeune femme violée, 16 ans, Marie-Claire, qui est morte récemment d'ailleurs, avait été violée et sa mère l'avait aidée à avorter auprès d'une femme, un avortement clandestin. Et son violeur, quand il avait su qu'elle avait fait un avortement, l'avait dénoncé à la police. Donc, c'était un beau salopard, quoi, hein. Et donc, du coup, le procès est devenu vraiment un procès contre le viol,
pour la liberté des femmes à avorter, surtout dans un cas de viol évidemment, mais pas seulement. Et donc autour du procès de Bobigny, ça a quand même été toute une campagne qui a aussi développé l'idée que l'avortement, il fallait en donner le droit dans ce pays. Vous vous rendez compte, la Russie soviétique l'avait autorisé en 1917, et en France, on était toujours sur le coup de cette loi horrible de 1920 dans les années 70. Voilà, bon, tout ça c'est peut-être de l'histoire ancienne, mais peut-être Chantal va dire des choses aussi avant qu'on vous passe la parole, parce que on n'est pas tellement sorti de ça. Hein. Et il y a encore beaucoup de problèmes. Bon, peut-être que la contraception s'est un peu améliorée. Je ne suis pas une spécialiste, hein, je ne suis pas médecin, je ne suis pas une spécialiste, et puis j'avoue que, bon, à 83 ans, je suis beaucoup moins préoccupée de tout ça, mais quand même, il y a toujours des femmes qui ne supportent pas ou qui ont peur de la contraception, hein, qui disent « mais oui, mais moi, ma soeur m'a dit, attention, ça peut donner le cancer, etc. Si tu fais ceci, si tu fais cela, quoi. » Bon, donc il y a toujours une bagarre là-dessus. Puis sur l'avortement, là, je vais peut-être, si tu veux redire quelques mots sur... Puis après, on débat, si vous êtes d'accord. Alors, il y a quelques jours, je discutais avec des camarades, j'avais vu des photos de notre fête de 1975, où comme ici c'était beaucoup plus petit à l'époque et tout ça, mais on avait des stands aussi avec des activités. Et on avait un stand qui s'appelait l'homme ménager. Et il y avait beaucoup de succès à l'époque, donc il y avait, on mettait plusieurs personnes, des camarades ou pas, hein, enfin des hommes bien sûr, et il fallait donc qu'ils s'exercent à repasser. On avait des tables à repasser, on avait des poupons là en celluloïd, il fallait les langer, enfin bon voilà, il fallait coudre les boutons. Et il y avait toujours un monde fou, tout le monde rigolait. Et quand je raconte ça à des copains aujourd'hui, ils me disent « Ouais, mais aujourd'hui, on voit les hommes, ils trimballent les enfants et tout ça. Ça n'aurait pas le même effet, quoi. » À l'époque, ça faisait vraiment rire, parce qu'on ne voyait pas les hommes faire le ménage, s'occuper des bébés et tout ça. Mais, effectivement, les choses ont peut-être changé depuis 50 ans. Mais il y a des choses qui n'ont vraiment pas changé, c'est quand même que l'oppression de la femme, elle est toujours là, tous les droits des femmes sont toujours à reconquérir, il faut toujours s'apprêter à les défendre. Ces derniers temps, vous avez vu, y compris aux États-Unis, hein, les États qui de nouveau peuvent faire comme ils veulent, etc. Le grand, je ne sais plus si on dit une loi ou pardon. Donc voilà, en tout cas tout le monde a suivi cette affaire, qu'il y a des reculs là-dessus. Donc nous, quand on était dans cette activité avec le MLAC, où effectivement on essayait autour de nous, on avait des activités militantes dans les entreprises où nous étions, syndicales, politiques, etc. Mais le MLAC, s'est rentré dans nos activités tout à fait naturellement, parce que c'est aussi défendre les intérêts donc, et les droits des femmes. Donc ce combat-là, au bout d'un certain temps, bon, ben, la loi Veil est passée, c'est vrai que les méthodes contraceptives ont été un peu plus répandues, etc. Et on a eu l'impression que c'était fini, le combat était gagné et qu'on pouvait, je ne vais pas dire retourner à nos casseroles, parce que bon, ça c'est... Mais on pouvait donc continuer notre petite vie libérée de ce problème-là. Mais c'est pas vrai, c'est pas le cas, parce que, en fait, tant qu'on est dans ce système où l'oppression des femmes est une partie intégrante du système capitaliste, au même titre que l'oppression de la classe ouvrière, tant qu'on est dans ce système, il faut s'apprêter sans arrêt à remonter au combat sur tout, comme disait tout à l'heure Nathalie, sur toutes les balles, quoi. Il faut remonter sur le ring et il faut aller sur toutes les balles, parce que c'est les salaires, c'est l'inégalité des salaires hommes-femmes, c'est les conditions de travail, etc. Et puis c'est aussi ces droits à disposer de notre corps, etc. Et la culture, bon, tous ces problèmes-là, il faut sans arrêt se battre dessus, et ça fait partie intégrante du combat des révolutionnaires communistes. Donc quand le MLAC, on l'a vécu pendant à peu près 2 ans,
ça faisait partie de notre activité de militante révolutionnaire. Voilà. Et j'invite donc les jeunes d'aujourd'hui à se mobiliser chaque fois que c'est nécessaire. Et surtout, on pouvait organiser des femmes et des hommes autour de cette question. Hein, c'était pas juste des coups comme ça, c'était les organiser, faire des réunions, en profiter pour discuter de d'où vient cette oppression et comment on arrivera à l'abolir, par quel type de combat, etc. Donc c'était aussi faire notre politique. Et à ce propos, je viens d'apprendre que la maternité des Lilas, que les femmes qui ont avorté connaissent bien, parce qu'en plus c'est une maternité très sérieuse de ce point de vue-là, du point de vue médical, de préparation à la femme, va fermer le 1er juin. Or je crois qu'en Seine-Saint-Denis, c'est la maternité qui fait le plus d'avortements encore aujourd'hui. Je parle des avortements médicaux. Bon, je ne connais pas ce qu'on appelle les avortements médicamenteux maintenant, mais je sais que je connais bien, parce que j'habite au Lilas, que les sages-femmes de la maternité, elles sont toujours pour qu'il y ait des centres d'orthogénie et que les femmes reçoivent les meilleurs soins médicaux possibles en cas d'avortement. Et elles disent qu'en plus, à partir d'un certain stade d'arrêt des règles, l'avortement médicamenteux peut être dangereux. Peut être vraiment dangereux, ou alors il faut être très entouré avec des médecins. Savoir que, je ne sais pas, à X semaines, ça va peut-être être horrible pour toi de voir ce qui va sortir de ton corps, parce que ça peut être pas des bébés, mais presque. Hein. Donc tout ça, elles mettaient assez en garde contre les avortements médicamenteux en disant les femmes doivent bénéficier des meilleurs soins possibles du corps médical. Et c'était ce qui se passait vraiment à la maternité des Lilas. Et autant des femmes ont avorté, mais des milliers de femmes ont accouché à la maternité des Lilas, parce que c'est un personnel justement qui a été un des premiers avec les Bleuets à faire les accouchements sans douleur, etc. Qui venaient aussi d'Urs en particulier à l'époque. Voilà, donc tout ça, faut se battre encore. Oui, on va donner la parole. Faut se battre encore aujourd'hui. Parce qu'il y a des centres d'orthogénie, des maternités qui font des naissances et des avortements qui sont en train de fermer, je dirais un peu partout d'ailleurs dans ce pays. Voilà. Alors, il y avait une question déjà. Là-bas, tout au fond. Attends, on va t'amener un micro. C'est organisé. Alors, je suis de la maternité des Lilas. On est venu. Sur le département du 93, c'est la catastrophe, puisqu'il y a la clinique de Vauban qui vient de fermer, fermée par l'ARS, et nous les Lilas, nous avons notre autorisation d'exercer que jusqu'au 1er juin. On ne sait pas ce qu'on va devenir le 2 juin, l'ARS nous a donné aucune info. Ce qui se passe, c'est que a priori, il ferme le plateau technique, c'est-à-dire plus possibilité de faire des accouchements au Lilas, et fin donc des IVG sous anesthésie générale. Ça veut dire qu'une fois encore, on diminue le choix pour les femmes. Donc sachant que le 93, c'est quand même un département où le taux de natalité est le plus important en France, où c'est déjà un désert médical. Donc nous organisons une fête le 4 juin, c'est-à-dire dimanche prochain, au parc Lucie-Aubrac des Lilas, à côté de la maternité, métro mairie des Lilas, pour montrer à l'ARS qu'on est toujours là. Pour vous donner une idée des chiffres, on pratique 900 IVG par an et 1100 naissances par an. Donc pour nous, le choix des femmes, c'est autant dans le cadre de l'avortement que dans le cadre de la naissance. C'est avorter comme je veux, le choix des méthodes, donc la possibilité de faire des IVG sous anesthésie locale, générale ou médicamenteuse, et d'accoucher aussi comme je veux.
Bon, donc une structure comme nous, on la ferme, c'est aussi un lieu militant, en effet, les médecins des Lilas participaient du MLAC. Il faut savoir que dans les hôpitaux, il y a de moins en moins de sages-femmes qui veulent travailler. Au Lilas, on n'a jamais de problème, notre équipe de sages-femmes, elle est pleine. Les sages-femmes sont autorisées désormais à faire des IVG, mais les décrets sont toujours pas passés, on les attend. Mais on se retrouve, un peu comme dans le film d'Annie Colère, je trouve que les sages-femmes, il faut qu'elles reprennent la main aussi sur les IVG. Il faut parce que les médecins, on ne peut pas se reposer que sur les médecins, c'est pas possible. On a de plus en plus de médecins qui utilisent leur clause de conscience, et ça c'est un vrai problème, y compris au sein des Lilas. Et je voudrais te poser une question, parce qu'on m'a dit qu'il y aurait peut-être un rassemblement devant la maternité le 1er juin. Non, c'est pas ça, c'est le 4 juin. Le 4 au parc Lucien-Aubrac. Bonjour. Alors, comme je suis un vieux monsieur, moi j'ai été au MLAC sur Toulouse pendant 2 ans. J'en tire un bilan dont je ne sais pas quoi dire, hein, parce que je ne suis pas certain qu'on ait eu raison sur tout. Je veux dire qu'on était petit à petit harcelés, parce que quand on a su qu'on faisait des avortements, qu'on en faisait correctement, on est devenu un centre d'orthogénie en fait. On avait des permanences 4 fois par semaine, on avait des hordes de femmes qui venaient se faire avorter, on les avortait. Moi j'ai été élève infirmier de première année, ça le foutait mal quand même. On avait organisé des circuits en autocar pour la Hollande, dans une clinique hollandaise. On essayait d'éviter de se faire taper dessus par laisser les vivre, ce qui n'était pas simple à l'époque. Donc je ne suis pas certain qu'on ait eu raison de faire beaucoup d'avortements, parce que quand on faisait ça, on ne faisait pas grand-chose à côté en fait. Et si on se baladait dans les ciné-clubs ou ailleurs pour passer le film de Histoire d'art de Belmont et Sartelle, des choses comme ça, simplement le problème qu'on avait eu à l'époque aussi, ça avait été une discussion, moi je ne suis pas militant de lutte ouvrière, hein, avec les camarades de lutte ouvrière qui eux pensaient qu'il fallait créer des comités MLAC dans les hôpitaux et partout, alors que d'autres pensaient qu'il fallait les créer sur les quartiers. C'est un vieux débat ça, hein, en fait je pense. Donc ça s'est créé sur les quartiers, peut-être à tort, je ne sais pas. Moi je me suis battu aussi dur que j'ai pu. Simplement ce que je vois et ce qui m'ennuie énormément, c'est qu'il y a actuellement de nouveau des embêtements autour de ça. Il y a quelque temps, le centre d'IVG de l'hôpital Tenon devait fermer. Nous on s'est mobilisés, on s'est retrouvé avec en face de nous une extrême droite décomplexée qui nous a traités d'assassins, qui ont fait des prières de rue interdites par la loi mais protégées par les CRS quand même. Et tout ça, alors moi, comme il y a des jeunes ici, moi ce que je leur dis c'est que faites gaffe parce que ça va vous retomber dessus. Hein. C'est pas la lutte, elle n'est pas finie, hein, elle n'est pas finie du tout. Et avec cette extrême droite qui arrive, comme ça, moi ça m'énerve énormément. Ça m'énerve vraiment beaucoup. Et je pense que ce que tu as dit est tout à fait exact. Hein. Il faut se méfier de ces gens-là. Il faut se méfier du fait que ça n'est pas gagné définitivement. Que rien n'est jamais gagné définitivement. Voilà. Donc pour la lutte, maintenant, vu mon âge et mon état de santé, j'ai un peu baissé les bras, mais je me souviens de cette époque-là parce que on avait l'impression qu'on allait peut-être arriver à quelque chose qui était plus que simplement une loi, qui était peut-être d'arriver à faire en sorte que des gens se rendent conscience de ce qui se passait. Et ça, on n'y est pas vraiment arrivé, parce que les gens qui venaient à nos permanences ne venaient pas pour militer, ils venaient pour se faire avorter. C'est ça qui m'a choqué un peu. Hein. Ben, je l'ai vu, hein, je l'avais sous les yeux tous les jours. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bah, tu as raison, c'est que quand dans le pays, il y avait tous les ans 800 000 femmes qui voulaient avorter, c'était certain que dès qu'elles trouvaient un cadre où elles sont bien entourées, il y a des médecins qui s'occupent d'elles, ou des femmes infirmières, ou élèves infirmiers, enfin, qui s'occupaient d'elles, évidemment que le bruit a couru vite et que tous les centres du MLAC étaient débordés, ça c'est une évidence. Mais moi je ne regrette pas ce qu'on a fait à l'époque, parce que je pense qu'on a sauvé des vies. Parce que valait mieux ça que les avortements clandestins. Et de toute façon, enfin je ne crois pas que personne au MLAC pensait que c'était une situation qui allait durer.
parce que parallèlement, on manifestait dans les rues pour changer la loi, pour que la loi de 1920 disparaisse, etc. C'était quand même dans le cadre d'une mobilisation. Et alors bien sûr, le film d'ailleurs le montre, Annie Colère, le film le montre bien, est-ce qu'il fallait laisser des non-médecins faire les avortements? Ça c'est fait. Et ça, le film le montre tout à fait bien. Hein, et bah oui, parce que, vous savez, je ne suis pas sûre que dans les pays pauvres, c'était forcément des médecins qui le faisaient. Et nous, on avait au moins cette chance que, même quand c'était, comme dans le film, quelqu'un de non-médecin qui le faisait, il y avait le médecin derrière qui donnait son téléphone pour la nuit, qui donnait le fameux médicament, là, je ne sais plus comment ça s'appelait, que tu prenais tout de suite et qui te garantissait à peu près que tu n'auras aucun problème. Et bien ça, même si l'homme lac pouvait pas, comme on disait, vider la mer avec une petite cuillère, c'était trop énorme ce qu'il y avait comme femme qui voulait avorter, évidemment. Mais je ne crois pas qu'il faut regretter, parce que tu me dis je doute. Non, parce qu'on a fait une pression. Je ne sais pas si, quand je dis que l'ordre des médecins attaquait tous les médecins qui faisaient des avortements, menaçait de leur retirer leur garantie, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle chez les médecins, enfin le droit d'exercer, menaçait de ça. Et bien qu'en quelques jours après la conférence de presse du MLAC, il y a 1000 médecins qui ont déclaré à l'ordre de médecins, nous ferons des avortements. Bien sûr que ça a fait avancer les choses. Bien plus que quand on nous dit oui mais c'était Giscard d'Estaing, c'était quelqu'un qui avait les idées larges et tout ça. Mais c'était une lutte démarrée en 1968 auquel le MLAC a participé à sa façon avec le MLF, avec tous les groupes féministes de l'époque. Voilà. Donc moi je pense pas que tu aies à regretter, attends, chacun son tour, parce qu'il y a des... que tu aies à regretter quoi que ce soit, selon moi, en tout cas, moi je regrette pas en tout cas. Il y avait eu avant, en décembre 1967, la loi Neuwirth, avec la contraception qui a été possible en France, parce qu'avant c'était impossible de pratiquer la contraception. Et je pense qu'il y a eu quelque chose de très malsain, c'est toute cette propagande qui a été faite contre la contraception, d'où on s'est retrouvé à avoir des femmes obligées de passer par l'avortement. Voilà, c'est une remarque. Tu as raison, il y a d'autres mains, là-bas aussi, donc là-bas la jeune femme en bleu, puis après par là. Moi, je vais donner la parole à une camarade américaine qui voulait intervenir. Je vais essayer de traduire. Très bien. Tu traduis si elle parle. Yeah. Hello. Thank you, everyone. I haven't understood everything, but I wanted to speak because this is obviously an important issue for us in America right now. Ooh. Yeah. Turn around. This way. Okay. Elle dit, elle n'a pas tout compris, mais elle comprend que le sujet est important, et d'autant plus aux États-Unis aujourd'hui. I understand we have a similar history, and that's important around the fight for abortion rights, and that's important because right now the attacks on abortion rights are really removing important freedoms for women in the United States. Elle pense qu'il y a des luttes qui sont similaires, qui sont communes. Il y a une histoire qui est commune, et la lutte pour l'avortement aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Women are being scapegoated by the right wing, and they are facing some real problems. They're in conditions where they have to sometimes in certain states be on the brink of death before they are offered any abortions. Even the pills, it's illegal in some places for people to leave and go get pills somewhere else for abortions. L'extrême droite, elle attaque énormément les femmes, et il y a énormément de problèmes liés à l'avortement, et même le fait d'avoir des pilules de contraception. Dans certains états c'est illégal, il y a des états où c'est même illégal d'aller dans d'autres états pour essayer d'avorter. And I think that the right wing is trying to use this as a tool to control women. And I think that the right wing is trying to use this as a tool to control women. And I think that the right wing is trying to use this as a tool to control women.
And I said the history is important because the people who have fought to win these rights in the United States are women who didn't wait for any lawyer or politician to give them these rights, who did the same things, you know, provided illegal abortions. Elle dit que l'histoire est importante aussi parce que les personnes qui ont lutté pour avoir les lois qu'elles ont eues avant et qui aujourd'hui sont en train d'être perdues sont des femmes qui n'ont pas attendu que ce soit des avocats ou des politiciens qui leur fassent des choses, qui sont allés chercher, y compris quand c'était illégal, et qui ont fait des actions pour obtenir ce qu'elles veulent. And it's important that women are part of this fight and tell their stories and tell the real stories. When you say what the right wing in the US does is say, oh, it's these horrible women who want to do whatever they want. But in reality, when you see the faces of people and you hear their stories and the reasons that they need these abortions, it becomes very clear that this is not a problem that really needs to be fought for, that the right wing really needs to... Yes, I mean, you understand. Et que c'était très important que les femmes luttent pour, soient à l'avant-garde un peu de cette lutte, et qu'elles disent d'ailleurs leur histoire, qu'elles racontent leur histoire, parce que quand on voit les visages de ces femmes, quand on voit leur lutte, on comprend mieux et on voit à quel point la propagande, y compris de l'extrême droite aux États-Unis, elle n'a aucun sens. So, thank you. And yes, clearly for the working class, the working women need to be the center. Oui, c'est pas ça. Excuse-moi, non, je voulais juste répondre à la camarade. Bien sûr que les femmes, elles doivent être à l'avant-garde de la lutte, mais je pense que les hommes aussi. Hein, ils doivent avoir assez de respect pour les femmes à notre époque pour les aider à gagner ces droits. Et je crois que quand je vois les manifestations aujourd'hui dans les rues, en France, aux États-Unis, qu'il y a quand même beaucoup de jeunes hommes, en tout cas, qui soutiennent le combat des femmes. En tout cas, ça, c'est réconfortant, quoi. J'ai oublié de répondre au camarade de Toulouse. Il est toujours là, ouais. Ouais. Oui, sans doute, il y avait ce débat. Mais nous, peut-être qu'à l'époque, d'ailleurs, on militait pas beaucoup dans les quartiers, c'est possible. Et que nos forces militantes, elles étaient plus dans les entreprises. Je t'avoue que je ne me rappelle pas vraiment de ce débat. Je crois que là où on avait des camarades dans les quartiers, dans la région parisienne, on a essayé aussi de faire des réunions MLAC. Maintenant, est-ce qu'on a créé des comités? Et j'ai pas retrouvé mes archives, je sais pas où je les ai mis. J'ai pas retrouvé si on en avait. Mais c'était pas une idée fixe. Mais quand même, nous, Hello, si on a une différence depuis notre début de notre existence, hein, c'est qu'on a toujours privilégié les entreprises, les travailleuses, les travailleurs pour créer notre parti communiste révolutionnaire. Donc c'est un peu logique, tu vois, qu'il ait pu y avoir ces différences, quoi. Enfin, ça n'empêchait pas les uns et les autres de faire ce qu'ils voulaient d'ailleurs, hein, je crois. Bon, alors il y avait d'autres inscrits, excusez-moi, mais j'avais peur de... Oui, moi je m'appelle Cécile et je suis militante j'ai 30 ans et je suis militante dans un collectif féministe lutte de classe qui s'appelle Du pain et des roses. Et du coup, ce que je trouvais intéressant là dans la discussion, c'est que, justement, moi, ma génération, on va dire, on est né dans un pays où on a le droit à l'avortement, quoi, sur le papier, mais qu'en fait aujourd'hui, en France, mais aussi à l'échelle internationale, justement, on commence à voir à comprendre, je veux dire, un peu plus dans nos chairs, quoi, à quel point ces droits peuvent être remis en cause. Mais en fait, plus que cela, je pense qu'aussi on est une génération qui voit que c'est pas parce qu'en fait il y a quelque chose qui est inscrit sur le papier que en fait dans la réalité toutes les femmes y ont accès, et c'est ce qu'on voit avec la maternité des Lilas. Enfin, je veux dire, en France même il y a plein de fermetures en fait de centres IVG, de maternité. On a vu aussi toute la polémique sur la question du planning familial. Plus récemment, il n'y a pas la PMA pour toutes et toutes en France, il y a la clause de conscience en France, et je pense que c'est important aussi qu'il y ait des féministes révolutionnaires, lutte de classe, pour rappeler en fait que même la loi telle qu'elle existe en France n'est pas une loi qui va vraiment jusqu'au bout et qui permet vraiment à l'ensemble des femmes, par exemple même les femmes sans papier, enfin je sais pas, en fait d'avoir vraiment un accès vraiment libre, égal pour toutes et toutes, etc. Et aussi en lien avec la question, je pense, plus générale aujourd'hui qui je pense, est une donnée importante pour notre génération, de
la question aussi des droits reproductifs dans son sens large et pour aussi les personnes LGBT. Voilà, et ça c'est très important aussi. Là, en plus, on est dans le mois des fiertés, il va y avoir les prides, etc. Et que je pense que c'est quelque chose à apporter et d'arriver en fait à montrer que oui, c'était ça qui est important. Et aussi, je pense que c'est pour ça que ce film a autant de, comment dire, qui résonne et qu'il y a aussi autant de gens qui sont allés le voir, c'est parce que il rappelle aujourd'hui, oui, que ces droits sont jamais vraiment acquis, et que je pense aujourd'hui qu'il y a un truc aussi intéressant, même si c'est à mon avis pas quelque chose d'évident et sur lequel on doit vachement batailler, enfin je veux dire mettre dans les consciences, c'est l'idée que justement, à mon avis, pour qu'il y ait un accès réel, accessible au droit à l'IVG, enfin pour toutes et toutes, c'est cette question justement des travailleuses et des travailleurs aussi, et notamment dans la santé. Et le fait qu'en fait, s'il n'y a pas de moyens, enfin notre hôpital est genre détruit, en fait, si tu as des hôpitaux détruits, que tu as du personnel maltraité, etc., bah oui, en fait, le droit et l'accès à tes droits reproductifs est entamé, quoi. Et que du coup, en fait, mettre au cœur les questions, justement aujourd'hui, notamment avec le Covid, enfin voilà, toutes les batailles que mènent les travailleuses, notamment de la santé, et le lier à la question de nos droits reproductifs, ça je pense c'est quelque chose qui fait très peur aussi au gouvernement, et qui en même temps, enfin voilà, que c'est dans ce sens-là aussi qu'on doit pousser, et que c'est pour ça que les travailleurs et les travailleuses peuvent porter ça et cette revendication et être au cœur du fait de porter ces droits-là, quoi, et ces revendications. Je réponds juste quelque chose là, parce que il y a quelque chose que j'ai oublié de dire. C'est vrai qu'en France, il y a la clause de conscience. La clause de conscience, peut-être pour des gens qui sont catholiques et qui pensent que c'est un meurtre de faire un avortement. Moi, ça ne me gêne pas qu'ils le pensent. On supprime bien sûr quelque chose qui pourrait être une vie, un jour. Et alors, ça les gêne, ceux-là, hein, de bénir les armées, etc., qui vont tuer des millions d'hommes? Non, ça les gêne pas. C'est des hypocrites. Et puis il y a des médecins, c'est pas seulement la clause de conscience, c'est que ça rapporte pas l'IVG. Et il y a plein de médecins qui veulent pas faire d'IVG parce que c'est pas des actes qui rapportent beaucoup. Et dans une période où les dépassements d'honoraires sont à la mode, même dans les hôpitaux publics, enfin, je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience, moi je l'ai fait, je peux vous dire que là aussi, c'est le pognon qui pourrit tout encore dans cette affaire des médecins. Et c'est presque des médecins militants, quoi, ou des sages-femmes, comme tu l'as dit, qui, elles, croient justement aux droits des femmes et qui pour ça le font, quoi. Voilà, je voulais juste rajouter ça, que j'avais oublié dans la présentation, j'avais pourtant noté, mais je sais plus. Alors c'est par là, il y avait pas mal de jeunes femmes qui avaient levé la main. Bonjour, je suis pas militante Hello, mais je suis ravie d'être ici et j'espère que ça va être le début d'une longue série. Juste quelque chose pour le monsieur. Oui, juste pour quelque chose pour le monsieur qui vient de Toulouse. Tout d'abord, non. Même si vous avez eu l'impression que ça pouvait être que le champ n'était pas assez grand quand vous avez aidé les femmes à avorter, je peux vous le dire dans ma chair, merci, et merci à tous d'avoir mené cette lutte pour que on ait pu le faire. Et oui, vous avez sauvé des vies. Vous avez sauvé des vies. Juste quelque chose d'autre, au niveau de l'extrême droite, elle sera partout. Elle est partout. Et notamment, là, il y a sur les Vélib actuellement à Paris, des autocollants. Et ils ne nous lâcheront pas. Parce que notre corps, en tant que femme, en tant qu'individu, maltraité par la société en général, la vigilance doit être constante. Et il faut mettre un coup d'arrêt. Et ça sera tous ensemble et tout ensemble. Parce que bien évidemment, ce sont les hommes et les femmes qui doivent s'emparer de ces luttes féministes. Parce que ensemble, on peut et on est beaucoup plus fort. Et merci madame, merci monsieur, et merci à vous qui nous avez dit que c'était possible, et on continuera le combat jusqu'au bout.
répondre aux problèmes en 1971, 72, 73, je voudrais rappeler ici que nous étions dans une période où, à gauche, on avait en face de nous les gens qui formaient, qui voulaient nous faire croire qu'on changerait notre vie en changeant les hommes au pouvoir. C'était la période de montée de l'union de la gauche et du programme commun de gouvernement. À cette époque, je militais en Seine-Saint-Denis, à Stein, 93. 80% des voix allaient au Parti communiste dans cette commune. Et à cette époque-là, dans le programme commun de gouvernement, il n'y avait pas du tout inscrit le droit à l'avortement et à la contraception. Jeannette Vermèche, qui était une dirigeante honorée du Parti communiste, disait qu'il fallait faire des enfants. Et donc, voyez la pression qu'il y avait sur le mouvement, sur les travailleurs qui croyaient dans ce parti, parce qu'à l'époque, 69, c'est 25% des votes pour le PC. Il faut se rappeler tout ça. Et moi, j'ai grandi dans les HLM, là où les femmes entre elles, ma mère, mais les voisines, parlaient entre elles sans arrêt de ce problème. Toute petite fille, il a transpercé dans ma tête. Pourquoi on parlait d'aiguilles à tricoter? Pourquoi en douce on parlait de tout ça? Pourquoi ma maman, je la retrouvais dans le sang un jour, avant de partir à l'école? Tout ça, c'était assez horrible. Et les femmes, elles vivaient cela. Et le parti de la classe ouvrière n'était pas du côté des femmes. Et savez-vous, moi, je n'ai pas fait un comité de MLAC dans la commune où j'habitais, où je travaillais. J'avais beaucoup de choses à faire à ce moment-là. Mon organisation m'expliquait que tout ce qui était important, c'était dans la classe ouvrière, mais j'étais au milieu de cette classe ouvrière. Et lorsque j'ai pris la parole dans une réunion, à l'époque, le Parti communiste faisait des réunions en banlieue plusieurs fois par semaine, réunissant plusieurs centaines de personnes. Et quand j'ai pris la parole devant tout ce monde, au nom de mon organisation, pour dire « mais je voudrais avoir le droit à l'avortement et à la contraception », je me suis fait huer. Et à cette époque-là, eh ben, je sortais de l'école et j'avais toujours en mémoire que sur les 2 ans d'internat que j'avais eu, 3 de mes compagnes étaient mortes d'avortement. C'était des jeunes qui n'ont pas eu le droit de vivre, elles. Voilà. Bonjour, merci. Moi, quand j'ai vu Annie Colère, je l'ai montré à mon compagnon, et après, et il a eu des réactions où à la fois j'étais attendrie parce que je l'aime et en même temps très étonnée de sa méconnaissance de certaines choses, notamment du spéculum, où je lui ai dit bah oui, c'est quelque chose que je vis plusieurs fois par an, a priori. Également le stérilet, ce que c'est, à quoi ça ressemble, c'est pas horrible, mais c'est pas non plus une partie de plaisir. Et du coup, je me questionnais là-dessus, sur cette méconnaissance maintenant, finalement, du corps des femmes, de comment on organise finalement le confort de l'homme en ayant cette contraception-là. Et du coup, ça me faisait penser ici, là quand vous avez parlé du stand de l'homme ménager, de l'absence de ce genre de stand aujourd'hui, par exemple, où finalement, en tant qu'homme, militant, anticapitaliste, contre l'oppression, qu'est-ce qu'on fait de soi quand on est dans un couple, qu'importe le couple, mais probablement hétérosexuel, et que l'on est potentiellement oppresseur, quand on est de toute façon privilégié et dominant. Et moi, j'ai l'impression qu'il faut s'organiser, et du coup, si on parle d'autogestion, que font ces hommes-là finalement pour se dire comment je me démerde de mon statut finalement de privilégié dans une situation quotidienne qui est le couple. Voilà. Moi, c'était juste une question. Je suis maman de 2 petits garçons et je pense aux hommes qui sont nombreux là. Est-ce que la contraception a progressé? Je pense peut-être qu'il y a des gens qui pourraient nous renseigner là-dessus dans l'Assemblée. Est-ce que la contraception pour les hommes est en train d'avancer? Parce que c'est un problème qu'on devrait partager tous ensemble. Je crois, j'ai lu des articles cette année, comme quoi il y a des scientifiques américains qui avaient réussi à faire des progrès là-dessus. Est-ce que quelqu'un peut me renseigner?
Alors en fait, il n'y a pas besoin d'attendre des énièmes études américaines sur une pilule masculine, parce que ça ne viendra pas de là. En fait, actuellement, il y a un peu enfin peut-être pas un peu partout, mais il y a dans différents endroits de France des consultations, notamment au sein du planning familial, pour permettre et pour offrir la possibilité d'une contraception masculine, en fait notamment essentiellement une contraception thermique, à partir du moment où on sait que quand on élève la température des testicules, en fait la production de spermatozoïdes s'arrête. Et donc dès les années 70, il y avait eu ce qui a toujours fait un peu rigoler tout le monde, et moi la première, ce qu'on a appelé des slips chauffants, mais maintenant en fait ça a été retravaillé. Donc en fait, c'est simplement un dispositif qui remonte les testicules, que ça soit avec un anneau de silicone, que ça soit avec un slip. Mais en fait, ce qui est très intéressant à travers ça, et moi ça j'ai travaillé un peu dessus récemment, c'était les discussions et le fait que maintenant se pense l'histoire d'une contraception partagée et d'une contraception qui soit réellement prise en charge par les deux au sein du couple, d'un couple hétérosexuel évidemment, puisque sinon il n'y a pas forcément exactement la même chose. L'autre chose que je voulais dire, c'était que j'ai travaillé au planning familial pendant pas mal d'années, et dans le 93, et on s'inscrivait aussi dans cette histoire, dans cette filiation du MLAC, et que même 30 ans ou 40 ans après la légalisation de l'avortement il est toujours aussi tabou, il est toujours aussi non dit, voilà. Et pourtant près d'une femme sur deux avorte dans sa vie, donc voilà. Et ce qui était très intéressant, et on voit très fortement ça dans Annie Colère, c'était le fait de parler de l'avortement et de le sortir du silence et de la culpabilité, et le fait que ça permet que l'avortement soit beaucoup mieux vécu. Voilà. Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour votre intervention. En fait, moi, j'avais du coup plus une question spécifiquement sur les MLAC, parce qu'il y a toute une partie des MLAC quand même où il y avait toute la question de la critique du pouvoir des médecins, avec énormément d'avortements collectifs sans médecin, où l'intervention des médecins est se limiter à transmettre la pratique de la méthode dont vous avez parlé, et ensuite c'était des avortements collectifs avec 4-5 femmes, et ça a été le cas dans pas mal de MLAC. Et du coup, ma question c'était de savoir comment dire, parce que du coup c'est pas du tout les questions dont vous avez parlé qui se posaient à ce moment-là, avec les débats que vous avez pu avoir et organiser plus largement sur la question de l'émancipation des femmes. J'ai l'impression qu'il y a dans certains MLAC, c'est resté très ancré sur la pratique et sur la transmission d'une pratique aussi, même si c'était pas la plupart des MLAC. Et du coup, c'était comment militer au sein des MLAC où il y avait quand même toute la question de l'autogynécologie qui prenait une place, peut-être pas centrale, mais quand même une grosse place. Voilà. Ce que tu soulèves, c'est ce qu'on voit dans le film, c'est-à-dire la discussion. Est-ce que quelqu'un qui est non médecin peut pratiquer la méthode Karman, qui est une méthode très simple en réalité, et quand tu es à un stade de grossesse pas trop avancé quand même, mais il y a eu ce débat. Moi je me souviens pas avoir pris une position spécialement là-dessus, parce que je t'avoue que ça me choquait pas vraiment que des médecins forment des non-médecins, à condition qu'ils soient dans le coup pour la suite, etc. Alors moi, l'expérience que j'ai, c'est juste sur le MLAC parisien du couple Jouanet, et je pense pas qu'on ait jamais eu de problème avec des personnes qui étaient infirmiers ou qui simplement se formaient à la méthode Karman, qui aient eu des problèmes médicaux qui existaient, quoi. Voilà, bon, moi j'ai assez fait confiance là-dessus. C'est peut-être un débat philosophique, est-ce qu'il faut absolument des médecins? Mais je peux te dire qu'à ce moment-là, dans les pays pauvres, il n'y aurait pas beaucoup parce qu'il n'y a pas de médecins, très peu. La méthode Karman, elle était utilisée sûrement aussi par des non-médecins. Parce que c'était quand même mieux que, comme a dit la camarade tout à l'heure, les aiguilles à tricoter
ou toutes les plantes ou les saloperies qu'on nous mettait dans le vagin, quoi, quand on faisait un avortement clandestin. Donc, de ce point de vue-là, enfin, moi, j'ai pas de problème personnellement. Hein. Je représente pas tout le MLAC et tous les MLAC. J'ai pas de problème moraux là-dessus, en tout cas. Dès l'instant, il y avait quand même cette surveillance quand même médicale. On savait à qui s'adresser, même quand on n'était pas médecin, une fois qu'on avait pratiqué la méthode Karman. Enfin, c'est le souvenir que j'en ai. Hein. J'ai une petite expérience sur Paris. Je suis désolée, j'aurais voulu... Personne n'est venu de Grenoble, de mes camarades, parce qu'eux, ils ont eu une grosse expérience. Et j'aurais bien aimé qu'ils nous en parlent, mais ils ne sont pas là. Bon, bah tant pis. Alors, il y avait d'autres questions, oui. Comment faire que les hommes prennent conscience, même du corps des femmes, et de ce que ça veut dire aller chez la gynécologue ou le gynécologue, et comment c'est des fois douloureux simplement de se faire examiner. Il y a eu même un procès contre une gynécologue qui était, semble-t-il, assez brutale vis-à-vis des femmes, et pourtant c'était une femme, elle était avant tout médecin. Donc, que les hommes se rendent compte de ça, à part en parler avec eux, comme tu l'as fait avec ton compagnon, je vois pas tellement quoi faire d'autre, quoi. Parce que regardez, on essaye de donner ici ou là des cours aux jeunes élèves, et l'extrême droite et tout le monde, les églises, comment on va apprendre des choses horribles à nos enfants, etc. Même quand il s'agit simplement d'expliquer comment le corps des femmes fonctionne, ou comment celui des hommes fonctionne. Tout ça, c'est compliqué. Alors nous, bien sûr, on pourrait faire une expo, ou même trouver un nouveau jeu, comme disait Chantal, sur le sexe de la femme et le sexe de l'homme. Peut-être ça aurait du succès. Je ne sais pas si on est capable de le faire. Une de mes collègues d'SVT au collège me racontait qu'il y avait 3 cours à donner sur l'éducation sexuelle de la 6e à la terminale, et que rares étaient les collègues qui avaient le temps justement de donner ces cours, et que du coup c'était relativement court en fait, seulement 3 heures en fait sur l'éducation sexuelle, non, de la 6e à la terminale. Voilà. Donc ça montre bien que l'éducation nationale n'est pas prête et n'est pas en mesure de donner du temps par rapport à ça. Oui, bonjour. Bonjour Arlette et mes camarades. Voilà, je voulais dire par rapport à la remarque de la copine tout à l'heure, à la Maison des Femmes de Montreuil, l'année dernière, elles avaient fait une exposition sur la place principale avec des dessins de tous les organes génitaux, hommes et femmes, et où elles faisaient faire à tous les passants et passantes refaire des schémas, refabriquer avec du papier les organes génitaux. Et ça avait énormément de succès. Et ça c'est une manière d'éduquer de façon populaire. Oui, je voulais simplement préciser que les filles, les petites filles, devaient toujours parler avec leur mère de sexualité, et les petits garçons avec leur père de sexualité. Et ça, je me demande si ça évoluera un jour. Quelles étaient les relations entre le MLAC et le planning familial? Le planning familial a participé aussi à la création du MLAC. Simone Yves, par exemple, était une militante du planning familial. Or, elle était au bureau national du MLAC. Ce n'étaient pas des choses qui se faisaient comme ça contre d'autres organisations. Et certaines participaient au MLAC. Choisir ne participait pas, tout en défendant, bien sûr, se battant pour le droit à l'avortement. Mais le planning, oui, le planning a pas mal participé dans beaucoup d'endroits, je pense. Oui, je suis aussi une ancienne militante du MLAC et de lutte ouvrière. Moi, à l'époque, j'étais à Orléans et je travaillais dans un centre où il y avait 3000 femmes, dont la plupart avaient entre 20 et 25 ans.
Donc, bon, je ne reviendrai pas sur tout ce qui s'est fait, et même en province, hein, puisque moi, c'est surtout au niveau de l'entreprise que j'ai fait des réunions par rapport au MLAC, où on soutenait les médecins qui faisaient en ville des avortements, où on connaissait les médecins qui se prononçaient pour l'avortement, où on participait à des manifestations locales et parisiennes, et où on s'organisait à l'intérieur de l'entreprise. Et autant vous dire qu'à l'époque, justement, dans une entreprise où il n'y avait que des jeunes femmes, hein, c'était un combat très populaire. Hein, c'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire que si les chèques postaux d'Orléans-la-Source, ce qui s'appelle maintenant pour les plus jeunes la banque postale. Voilà. Et donc, oui, s'il y avait des militantes du planning, moi, à travers l'organisation syndicale, j'ai organisé des réunions hein, où venaient de l'extérieur des militantes du planning qui nous soutenaient, hein, qui étaient d'ailleurs souvent des militantes aussi organisées au PSU et dans les organisations qui soutenaient le MLAC. Hein. Par contre, oui, l'intervention de la camarade par rapport à la politique des militants staliniens de l'époque, c'est aussi bon de le rappeler parce que dans la mémoire, ça s'est beaucoup oublié en nous faisant croire qu'ils étaient pour ce combat. Pas du tout. Non. Pas du tout. Et surtout, les plus anciennes staliniennes de l'époque, je peux vous dire qu'on se heurtait à elles aussi dans l'entreprise. Dans l'ambiance quand même d'après 68. Et que c'était un combat, que ce combat il n'est pas fini, parce que tant qu'on ne changera pas cette société, il y aura des reculs. Je dirais qu'à l'heure actuelle, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des reculs. On l'a dit, sur les hôpitaux et tout, et qu'il faut avoir la conscience que non seulement il faut se battre sur ce terrain-là, mais il faut vraiment avoir la conscience que cette société, il faut vraiment la changer de fond en comble. Sinon, on aura toujours des reculs. Rien n'est acquis. Bon, ben, si vous estimez avoir pu vous exprimer, on va peut-être s'arrêter là pour aérer la salle pour le prochain débat. Merci d'être venu.